Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix des États-Unis du côté d'Austin. Deuxième manche sur les États-Unis, dans ce pays de ce championnat du monde. Il restera Las Vegas pour conclure. On va revenir sur ce week-end qui était un week-end de course sprint, avec les résultats, ce qui s'est passé pendant ces deux courses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des différents sports que je vois en direct. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast, ça je l'ai déjà dit, pardon. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Grand Prix des États-Unis sur le circuit d'Austin. Alors, toujours autant de spectateurs. Ce qui est dingue parce que Austin, c'est pas non plus la plus grosse ville des États-Unis. C'est pas non plus le circuit qui offre le plus de spectacles aujourd'hui. Alors, c'est sûr que par rapport à Miami, c'est un circuit qui est un peu meilleur. Mais jusqu'à maintenant, c'est peut-être pas le circuit où on a eu le plus de spectacles. En plus, on n'est pas très loin du Mexique. On est dans le Texas. On est plutôt dans le sud des États-Unis, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire il y a une concurrence avec le Grand Prix du Mexique, mais non, ils arrivent toujours à attirer du monde. Là, je crois qu'on est à 430 000 spectateurs. Il faut dire que le Grand Prix de France aurait bien aimé avoir ces chiffres-là du côté du Paul Ricard, même le Grand Prix Explorer. Pour 430 000 personnes sur place, c'est assez dingue pendant tout le week-end. Alors certes, il y a des belles tribunes, mais il y en a pas. On n'est pas non plus à Indianapolis, hein, donc les tribunes ne sont pas si énormes que ça. Avec. On a cru un petit peu le dimanche, on s'est dit, peut-être que Verstappen il va pas réussir à battre Hamilton. Et puis, non, en fait, Verstappen il était très fort, déjà parce qu'il prend la tête de la course au bout de 26 ou 27 tours. Et qu'après, c'est Verstappen et cette année, il est quand même très difficilement battable. Les sifflets n'étaient pas mérités à l'arrivée de la part des spectateurs, parce que lui, il a fait sa course, c'est pas de sa faute si sa voiture va vite et qu'il est performant. Enfin, c'est pas de sa faute s'il n'y a pas de spectacle cette année en Formule 1 non plus derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément énormément de bagarres. C'est pas de sa faute le règlement, en fait. On lui reproche le règlement alors que c'est pas de sa faute du tout. Donc c'est un petit peu stupide. La sprint n'avait aucun intérêt. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi. Je pense qu'on a fait une sprint à Austin pour récompenser les organisateurs du fait qu'ils aient beaucoup de spectateurs sur place, du fait que ça soit plutôt bien organisé à Austin. Je pense que c'était la raison. Mais en gros, Austin, ça n'a jamais été un circuit où il y a eu énormément de dépassements. L'année la plus intéressante, je dirais, c'est l'année où Raikkonen s'impose, mais il n'y a pas non plus encore 150 dépassements sur ce Grand Prix-là. C'est quand même un circuit où c'est très dur de dépasser. Pourquoi ? Parce que tout le premier secteur, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'air sale, vous perdez du temps, vous faites surchauffer vos pneus, et que les zones de dépassement se situent plutôt sur la fin de course du circuit. Et je dirais même, est-ce qu'il ne faudrait pas inverser le sens du circuit pour peut-être apporter plus de spectacle du côté d'Austin, mais donc faire un sprint sur une piste où il y a déjà rarement du spectacle, c'était forcément une mauvaise idée. Alors, en sachant que du côté de la sprint, ils ont une nouvelle idée maintenant, c'est de faire créer un championnat que pour les sprints, ce qui montre bien l'aveu de faiblesse quand même, que ça n'apporte pas de spectacle. Parce qu'au départ, il devait y avoir c'était pas prévu comme ça, hein. La sprint devait apporter du spectacle au week-end, sauf qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas sur beaucoup de courses, et qu'en fait, ça n'a marché quasiment qu'à Interlagos, cette course sprint. Mais voilà. Bon. Le Grand Prix était un peu plus intéressant, encore une fois, parce que Verstappen partait derrière et qu'il y avait ce match-là avec Hamilton, avec d'autres pilotes, mais en gros, ça n'a pas duré très longtemps non plus, mais on a eu tellement pire cette année que ce week-end que c'était quand même pas la plus grande catastrophe de la saison, je pense, en termes de spectacle. On revient sur les disqualifications. Or, deux disqualifications qui sont justifiées, hein, là, il n'y a rien à redire. Ce qui est bien en plus, c'est que la FIA n'ait pas mis une journée complète à démonter les voitures et à donner les résultats. Ce qui est bien, c'est que les résultats ont été donnés assez vite, au bout de 2 heures. Grosso modo, on savait qu'ils étaient disqualifiés. Donc j'ai envie de dire que pour les fans, c'est pas trop mal quand ça se déroule dans ce genre de situation. Les deux voitures ne respectaient pas les règles de tolérance au niveau de la planche. Il faut savoir que il y a un fond plat et qu'il faut respecter une règle d'usure au niveau du fond plat. Vous avez le droit à une petite tolérance d'usure, mais qui n'est pas énorme.
Du côté d'Hamilton, on est sur 0,05 mm d'usure trop importante. Donc c'est vraiment rien. Du côté, enfin 0,05 cm plutôt que 0,05 mm. Donc c'est vraiment rien au niveau de la planche. Et l'usure est prise à plusieurs endroits hein, au niveau de la planche. Il faut bien le savoir. Bon, ensuite, Leclerc, pareil. On est sur la même erreur. Ce qui est un petit peu dommageable avec cette disqualification, c'est qu'on n'est testé que 4 voitures. Sur les 4 voitures, on se retrouve à avoir 2 échecs. C'est-à-dire il y a 2 voitures qui ne passent pas le contrôle. Et là, c'est quand même dommageable que du côté de la FIA, on n'ait pas décidé de contrôler plus de voitures. Alors eux, ils disent qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Je crois qu'ils n'ont surtout pas eu envie de le faire. Quand tu t'aperçois qu'il y a 50% des voitures sur lesquelles tu as testé qui ont un problème au niveau du fond plat, ça ne m'étonnerait pas qu'il y avait d'autres voitures qui avaient un souci. Ce qui fait que c'est un petit peu le pas vu, pas pris dans ce genre de situation. Et c'est un petit peu dommageable dans un sport mécanique comme la Formule 1 où le fait d'avoir une voiture plus basse peut vraiment apporter beaucoup. Ça va peut-être donner des idées à Alfa Romeo ou Williams de vouloir ne pas respecter les règles parce que la probabilité que ces équipes-là soient contrôlées est quand même assez faible, à part si une Williams gagnait le Grand Prix du jour au lendemain. Il y a eu également des soucis avec la limite de piste, notamment au virage 16. Beaucoup de pilotes se sont plaints que les limites de piste pouvaient ne pas être respectées et ne pas amener de pénalité. Notamment Sergio Pérez est passé complètement en dehors de la piste et ça n'a absolument rien déclenché de la part de la FIA. Il semblerait qu'en fait il y avait un contrôle sur la caméra. La caméra n'était pas au bon endroit, n'était pas positionnée correctement, ce qui fait que l'angle de caméra ne permettait pas de savoir si la voiture était bien en dehors de la piste ou sur la piste, ce qui a provoqué quand même des problèmes assez importants et les pilotes s'en sont plaints, notamment jeudi auprès de la FIA avant le Grand Prix du Mexique. On passe à la note de ce week-end, j'ai mis 8 sur 20. Certes, on a une petite surprise au niveau de la hiérarchie avec Verstappen, mais ça n'a pas tenu très longtemps encore une fois. Le fait de faire un sprint sur ce circuit n'avait aucun sens. Et puis bon, la hiérarchie, le fait qu'Aston Martin soit en retrait, on le voit depuis quelques Grands Prix, même si là ça a été un peu plus important. Alpine dirait c'est à sa place, Norris est à sa place. Bon, la différence c'est Piastri, mais il n'y a pas de grande surprise au niveau de la hiérarchie hein. Sur ce week-end. C'est Red Bull est devant. Perez est en difficulté, on a Hamilton, bon il y a toujours une Mercedes qui rôde, il y a toujours une Ferrari qui rôde, donc là c'était le cas sur ce week-end. J'ai mis 8 sur 20 parce que c'est encore une fois pas catastrophique, mais c'est vrai qu'on s'attend mieux en termes de spectacle quand même d'un week-end de Formule 1, même si encore une fois Austin, c'est jamais un circuit qui nous a proposé un énorme spectacle dans l'histoire de la Formule 1. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence tout de suite avec Alpine. On fait le bilan du week-end Alpine. C'est pas si mal. Ils ont l'avantage de profiter énormément des pénalités d'Hamilton et Leclerc, parce que ça fait gagner pas mal de place à Pierre Gasly et ça permet de lui faire marquer des gros points. Encore une fois, c'est dommageable. Les deux voitures auraient pu être dans les points parce qu'Ocon était vraiment sur un bon rythme. Le problème d'Esteban, c'est qu'il rencontre le chemin d'une McLaren. C'est un fait de course, je dirais. C'est pas une grosse faute non plus. Voilà, bon, il a tenté, ça n'a pas marché, mais c'est dommage. Ça fait perdre encore des points. Ça fait plusieurs week-ends où c'est compliqué. C'est vrai que alors, je dirais pas que la hiérarchie s'est inversée parce que Esteban est toujours une chouille plus rapide que Pierre. Il y a toujours un petit dixième, je dirais, souvent d'écart entre les deux, mais le fait qu'il soit derrière Pierre au championnat et qu'il n'arrive pas à marquer des points, au bout d'un moment, ça va commencer vraiment à être très frustrant pour lui, surtout si son coéquipier, lui, arrive à marquer des gros points en ayant un petit peu de chance aussi avec la disqualification de certaines voitures. Mais c'est vrai que c'est dommageable, voilà, ce week-end, encore une fois, d'Alpine, parce qu'on sent que la ligne droite les met en difficulté au niveau moteur. Parce que la voiture était plutôt pas mal sur ce circuit, mais bon, le déficit moteur à Austin, quand tu as une grosse ligne droite, c'est un petit peu dommageable. Et puis bon, je pense que Esteban pouvait faire vraiment un bon Grand Prix dimanche. Et là encore, les points qui s'échappent pour Esteban, c'est un petit peu triste
pour lui, mais bon, quand même, c'est pas si mal pour Alpine parce qu'il y a les gros points de Pierre Gasly, parce qu'il y a encore Esteban aussi sur la sprint. Donc, je dirais qu'il marque des points sur les deux courses, ce qui n'est pas arrivé très souvent. Parce qu'il y a encore Pierre aussi qui marque les points sur la sprint. C'était pas Esteban qui marquait des points sur la sprint. Donc voilà, Pierre a permis d'apporter beaucoup de points à l'équipe, donc ça c'est bien. C'est vrai que pour Esteban, c'est un week-end beaucoup plus frustrant avec une course sprint où il n'est pas en capacité vraiment d'aller marquer des gros points coincés, on va dire, derrière Piastri pendant très longtemps. Et puis une course, un Grand Prix qui s'arrête très vite, trop vite pour Esteban Ocon, alors que pourtant, il y avait quand même plutôt un beau rythme, je dirais, chez Esteban ce week-end, donc il n'a pas réussi à en profiter. Et ça, c'est un petit peu dommageable pour lui. Voilà, ça lui coûte ce tour un peu raté en qualif, en shutout, c'est ça qu'on l'appelle. Ça, ouais, ça lui fait perdre quand même pas mal de points. Alors qu'en qualif, c'était plutôt pas mal. Hein. Donc c'est dommageable, voilà, tout simplement. Pour les deux, même si c'est vrai que ce week-end, je disais qu'il est toujours un petit peu en retrait. C'est vrai que ce week-end, je regardais les temps des essais. J'avais plus les temps des essais en tête. Il y a quand même ouais, 4 dixièmes d'écart, 3-4 dixièmes d'écart en essai. Et un peu pareil, en qualif, il est derrière aussi, Esteban. Donc, et en shot-out aussi, il est derrière. Donc c'est vrai que Esteban Ocon a été peut-être un peu plus en difficulté que d'habitude, parce qu'il y a 2 dixièmes également d'écart entre la Q3. Et même si on prend le temps de Q2 de Pierre, c'est encore pire, il y a 4 dixièmes aussi. Donc ça a été un peu compliqué pour Esteban. Mais il y avait quand même des gros points à prendre dimanche et il n'a pas pu les prendre. C'est toujours un petit peu triste. On passe tout de suite au pilote au top. On passe au pilote au top. J'en ai mis que deux pilotes au top. Je savais pas trop qui mettre en fait parce que le week-end, en plus comme il y a les disqualifications, c'est vrai que ça change un petit peu les résultats. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire que sur les résultats que moi j'ai, je prends toujours les résultats sur le même site, c'est pour des questions de mise en page, de montage de la vidéo, c'est plus simple comme ça, j'ai des repères et je perds moins de temps en termes de montage. Le problème c'est que StandF1, qui est le site que j'utilise, n'a pas appliqué les pénalités sur le résultat. Donc ce qui fait que je me retrouve voilà, à avoir des résultats qui sont pas vraiment les bons. Sur ce Grand Prix. Peut-être que quand vous, le montage sera fait, il y aura peut-être eu les changements, mais sinon, ça ne sera pas le cas. Bon, du côté de Max Verstappen, bah, même quand il est, bon, on l'a vu déjà cette année, mais même quand il est une chouille dans la difficulté, il arrive toujours à s'en sortir. Bah, c'est encore le cas ce week-end. C'est-à-dire que bon, alors, je dirais pas qu'il est en grande difficulté ce week-end, mais tu sens que en termes de performance, il a un peu du mal à trouver un bon équilibre avec sa voiture le vendredi et le samedi, il a déjà réglé le problème. C'est-à-dire que le vendredi, il avait un peu du mal à attaquer. Je pense que c'est ce qui fait l'écart en qualif, mais après le dimanche. Bon, voilà, enfin, le samedi, il est déjà dans le coup. Voilà, il a pas de souci le samedi. Et puis le dimanche, derrière, bon, quand vient le rythme de course, il a un super rythme de course. Donc, encore une fois, imbattable sur ce week-end. Et encore une fois, on voit l'écart avec Sergio Perez. Sergio Perez, il fait 5 de la sprint, il fait 5 également du Grand Prix. Bon, il n'arrive pas à retrouver un peu de compétitivité. Enfin, il fait 4 pardon, du Grand Prix, parce que c'est vrai qu'il y a encore une fois la disqualification d'Hamilton. Mais du côté de Perez, c'est dur. Alors après, c'est vrai qu'Hamilton a dit, bon, il y a des gens chez Red Bull, peut-être qui n'aiment pas Sergio Perez. On se souvient des propos d'Helmut Marko. Après, encore une fois, je pense que c'est surtout le syndrome deuxième pilote chez Red Bull. Parce que la première année, ça s'est pas mal passé. Les 2 premières années, et là, cette année, il n'a pas de rythme et on a l'impression. Enfin, l'écart est encore plus grand qu'à l'époque d'Albon et de Gasly. Pardon, parce que là, des fois, on est quasiment sur une seconde, quand même complète. Je pense qu'il a un peu lâché l'affaire aussi, à un moment. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes en interne? Je crois surtout, encore une fois, que Red Bull a été fait, et que ça soit dans l'histoire de Red Bull, on a toujours fait tout pour un seul pilote. Au tout début, je dirais, il y a eu la période Vettel, il y a eu ensuite un peu la période Ricciardo, il y a eu surtout la période Verstappen.
Mais même quand tu regardes, Vettel était favorisé par rapport à Bourdet chez Toro Rosso. Parce qu'au départ, Bourdet s'en sortait très bien avec la voiture sur les 3 premiers Grands Prix. Ensuite, il n'arrivait plus à faire avancer la voiture en 2008 de mémoire. Et ils ont toujours favorisé un pilote. Voilà. Dans tout l'univers Red Bull, ils ont toujours favorisé un pilote. Donc tu sais où tu mets les pieds. Cette stratégie-là, je pense qu'au bout d'un moment, elle va être problématique. Aujourd'hui, leur force, c'est qu'ils dominent tellement qu'ils peuvent se passer d'un deuxième pilote performant. Ils peuvent s'en passer. Voilà. Mais ça ne marche que quand tu es vraiment au-dessus du lot. Si Mercedes progresse, si Ferrari progresse et rattrape un petit peu leur retard, ça sera beaucoup plus compliqué avec un seul pilote parce que ça veut dire que tes datas, tu ne peux pas les partager. Perez ne peut pas aider Verstappen au niveau des données, au niveau des informations sur la voiture parce qu'il y a un tel écart de performance entre les deux que de toute manière, ces informations ne seraient pas cohérentes par rapport à la manière de faire de Verstappen. C'est là où vient un moment le problème. Et quand l'écart de performance entre les deux équipiers est énorme à ce point-là, ça devient difficile. Après, est-ce que Perez va prendre sa retraite dès le Grand Prix du Mexique? Moi, je serais quand même un petit peu surpris, à part s'il est vraiment dégoûté de l'univers Red Bull. Mais ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, en cours de saison, si les résultats ne sont pas meilleurs, soit on mette Ricciardo, soit on mette Lawson. Pas Ricciardo par Lawson, pardon. Soit Ricciardo, soit Tsunoda du côté de la voiture et qu'on mette Lawson chez AlphaTauri. Si au bout d'un moment, la performance n'était pas là. Pour le moment, encore une fois, ce qui sauve aussi un petit peu Perez, c'est que l'écart de performance avec les adversaires est tellement énorme que bon, voilà, il n'a pas trop de soucis. Et là, c'est vrai que Verstappen ce week-end, il est encore exceptionnel. Il fait encore un excellent boulot. Il n'est pas mis en difficulté. Donc voilà, même quand il est en qualif, voilà, il est un peu derrière. C'est presque lui qui se met lui-même en difficulté. C'est quand sa voiture n'est pas parfaite. Mais dès que la voiture est bien réglée, il est intouchable cette année. Il n'y a pas grand-chose à dire. On voit qu'il était même pas hyper bas en termes de hauteur de caisse, parce qu'il y a une image qui est sortie. Il y a deux photos qui sont sorties. Il y avait une première photo qui était sortie, une deuxième sur certains virages du secteur 1, où tu vois quand même que la hauteur de caisse est plus importante. Et surtout, il était moins dur en suspension que notamment Hamilton. C'est ce qui fait aussi peut-être la différence sur l'usure de la planche. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais oui, Verstappen, il est intouchable pour le moment. Et tant qu'il sera aussi performant, je pense que ça sera difficile pour ses adversaires. Je poursuis avec Lando Norris. Une deuxième place. C'est vrai qu'il est un peu moins mis en avant que Piastri, mais il est quand même un peu plus constant que Piastri pour le moment, Norris. Et c'est vrai que quand tu regardes sa deuxième partie de saison, il n'y a pas eu vraiment un très mauvais week-end de la part de Norris où il est complètement largué par rapport à son équipier. Et il fait du bon boulot. Il faut le dire, et surtout il va commencer à donner des idées à certaines équipes de se dire Norris, c'est un pilote fiable, parce que cette année, il n'a pas fait de grosses erreurs. Norris, je n'ai pas souvenir qu'il ait fait vraiment une grosse erreur importante. Donc on va se dire, c'est un pilote fiable. S'il y a des places qui se dégagent, ça peut devenir une opportunité de choisir Norris. Ça peut être une idée. On ne sait pas de quoi l'avenir va être fait en Formule 1. On ne sait toujours pas, par exemple, les deux pilotes qui seront chez Audi. Ce qui va se passer avec Andretti. Ils voudront peut-être un pilote d'expérience. Ils vont peut-être essayer de recruter dans les top teams. Ça laissera peut-être Alonso, on ne sait pas combien de saisons il va continuer. Hamilton aussi pareil, c'est des pilotes qui sont pas si jeunes que ça. Donc au bout d'un moment, il va peut-être y avoir l'idée d'aller prendre du repos et prendre une retraite. Et là après, on peut se poser des questions sur le choix de pilote. Un Norris peut être une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, Lando fait du bon boulot, qu'il a réussi à quand même un peu structurer l'équipe. Après, ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est le fait que la voiture était peu performante en début de saison. Ce qui veut dire que son apport technique sur la pré-saison n'a pas été aussi importante qu'un Fernando Alonso, ou je dirais qu'un Verstappen ou autre. Il y a eu ce petit souci-là où il a fallu quand même attendre la mi-saison pour que la McLaren soit vraiment modifiée. Alors est-ce que c'est McLaren qui lui a pas fait confiance ou est-ce que c'est Lando Norris qui a eu du mal à apporter les bonnes informations? Ça, je ne sais pas. Mais ça montre qu'il y a encore un travail à faire sur cette période de pré-saison du côté de Lando Norris. Après, sinon, depuis la Grande-Bretagne,
c'est quand même fantastique ce que fait Lando, même depuis l'Autriche. Et derrière, mon Piastri a suivi, mais c'est vrai que le niveau de performance qu'il a est vraiment bien. Et encore une fois aussi, le niveau de fiabilité sur tous les circuits. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour McLaren pour l'année prochaine. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 équipes du côté des bonnets d'âne. Alors certains me reprocheront de ne pas avoir mis Piastri. Je considère que Piastri n'avait, je crois, jamais mis les pieds sur ce circuit. Donc il faut aussi rappeler que c'est un pilote débutant cette année, Oscar Piastri. Et c'est vrai que sur un circuit comme Austin, qui est quand même un circuit atypique avec notamment les bosses, c'est pas un circuit facile à appréhender dans la voiture. C'est pas un circuit facile à représenter en simulateur. Parce que les bosses, c'est pas si facile que ça à retranscrire. Et en sachant qu'en plus, il a été resurfacé sur certains bouts et pas sur d'autres bouts. Donc, ça fait que les bosses voilà, sont un peu différentes sur certains secteurs. Donc, c'est vrai que pour Piastri, c'était pas forcément évident. Non, j'ai mis en premier, j'ai mis Aston Martin. Vraiment, le pire week-end de l'année pour le moment pour Aston. Parce que des gros problèmes de frein, alors ça c'est vrai que quand on a des problèmes de frein sur un week-end, c'est très dur de rectifier le tir. Demandez à un Romain Grosjean, je sais plus si c'était pas un Grand Prix du Japon, où il avait eu, c'était à Spa je me souviens, mais je crois qu'il l'avait eu aussi au Japon. Des problèmes de frein pendant tout le week-end, ils avaient purgé le système, ils avaient essayé de trouver plein de solutions miracles. Chez Lotus à l'époque, ça n'avait pas marché. Donc là, il semblerait qu'ils aient eu des gros problèmes de frein. Peut-être qu'ils ont fait des mauvais choix en termes d'écope ou de système de refroidissement pour le week-end. Et après, c'est quasiment impossible de rectifier le tir. Mais rien ne s'est passé correctement. Beaucoup d'évolutions dans le véhicule du côté d'Aston Martin. C'est-à-dire qu'on a énormément fait de modifs sur la saison, hein, ce qui était prévu. J'avais émis des doutes déjà en début de saison. Les doutes, ils sont voilà. C'est-à-dire qu'on fait des évolutions, mais comme beaucoup de gens dans l'équipe n'ont pas conçu la voiture, parce que beaucoup de gens sont arrivés comme ça en cours de saison ou pendant l'intersaison, mais n'avaient pas conçu au départ la voiture, bah, ça fait des difficultés pour proposer des évolutions qui fonctionnent. C'est vrai que quand tu as été acteur du projet dès le départ, c'est plus facile pour faire des évolutions. Et après, quand tu veux changer 60%, 70% de ta voiture, ce qui était l'idée au départ d'Aston Martin, il faut avoir la culture de ça. Et Aston Martin n'avait pas cette culture-là. Aston Martin, il y a encore quelques années, c'était Racing Point, c'était Force India, c'était une équipe qui faisait des grosses évolutions, mais assez peu souvent dans l'année. Et on révolutionnait pas l'entièreté de la voiture. Et des fois, on modifiait à peine la voiture en cours de saison. Là, cette année, ils ont fait des grosses modifs sur la voiture, sauf qu'on voit que quand t'es pas Red Bull, quand t'es pas Mercedes, et même Mercedes des fois s'est planté, et quand t'es pas Ferrari, ça devient plus compliqué. Alors même si Aston Martin a progressé, là c'est un domaine où ils sont encore en retrait parce que les évolutions n'ont pas fonctionné. Voilà. Et c'est vrai que quand tu fais énormément de grosses modifications, c'est difficile. Ensuite, l'idée d'apporter des grosses évolutions ici n'était peut-être pas l'idée du siècle parce qu'on sait que c'est très dur. C'est un circuit qui est très dur, notamment avec les fonds plats. Donc l'idée de changer de fond plat sur un circuit qui n'est pas évident dans ce domaine-là, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Le faire au Mexique, le Grand Prix d'après, aurait été compliqué aussi parce que c'est un circuit avec l'altitude, c'est un petit peu compliqué au niveau du travail des pièces, donc on a toujours du mal à analyser. Il aurait peut-être fallu apporter ces évolutions un Grand Prix avant au Qatar, ce qui aurait peut-être, qui est un billard notamment, et ce qui aurait peut-être permis d'avoir des informations sur est-ce que ça marchait vraiment ou est-ce que ça ne marchait pas. Mais c'est vrai que cette dernière partie de saison est compliquée pour Aston Martin. Ils sont maintenant en plus 5e du championnat constructeur alors qu'ils ont été pendant très longtemps dans le top 3. Et il faut le dire sur la première partie de saison. Là, c'est vrai que les résultats se sont dégradés depuis 4-5 courses, vraiment. Et là, c'est vrai que ce Grand Prix, je pense que ça a été le festival, avec en plus un Lance Stroll qui est en retrait en termes de performance. Je ne sais pas si vous avez vu l'action, mais on a l'impression que tout le monde s'en branle de Lance Stroll. Que ça soit lui-même s'en branle un petit peu de l'univers de la Formule 1, mais même son équipe. Parce qu'il s'est quand même retrouvé sur la grille de départ alors qu'il devait partir de la voie des stands. Ça, c'est quand même assez fantastique et exceptionnel. Après, je sais pas s'il a eu une grosse pénalité d'argent, mais je crois qu'il n'a pas eu de pénalité de points, Lance Stroll. Mais c'est là où tu vois qu'aujourd'hui,
Ça devient très compliqué pour le pilote canadien. Bon, même si là il a marqué des gros points, il profite aussi des abandons de ses adversaires. Bon, voilà, je vais pas revenir un peu plus longtemps sur Lance Stroll, son œuvre et sa carrière. Je continue avec une deuxième équipe en difficulté, c'est Mercedes. Le fait que Mercedes se fasse avoir sur le fond plat, ça montre quand même un truc, c'est que chez Mercedes, on a perdu beaucoup de personnel ces derniers temps, qui ont été piqués par Aston Martin notamment, mais pas seulement. C'est des erreurs qui n'arrivaient pas chez Mercedes. Se faire avoir de cette manière-là sur le fond plat, sur une usure du fond plat, parce que Mercedes prenait pas tant de risques que ça en termes de réglage. Le fait qu'on ait pris beaucoup de risques en termes de réglage, c'est aussi parce que Mercedes a un peu du mal cette saison, et que même en changeant de concept, des petits pontons, en revenant à des pontons un peu plus grands, ben on voit que c'est quand même difficile, parce que je pense que la voiture de départ n'était pas prévue pour ça, et ils n'arrivent pas à trouver quand même une plage de travail solide, et surtout, la voiture n'est pas très polyvalente, il faut bien le dire. Là, ce week-end, ça s'est bien passé en termes de rythme. L'écart d'usure, il n'est pas énorme en soi. C'est juste qu'ils ont, je pense, pris un risque de baisser peut-être d'un centimètre, d'un demi-centimètre la hauteur de caisse. Et avec le plein d'essence, ça ne l'a pas fait. Ou en passant un peu trop sur les vibreurs, ça ne l'a pas fait. Donc ça a été une erreur, je pense, de l'équipe technique. Ça leur coûte des gros points. Parce que Hamilton faisait une belle course. Malgré tout, même si on enlève la pénalité, Hamilton ne gagne pas les Grands Prix. Et là aussi, c'est un échec pour moi de la part pour ma part, de la part de Mercedes, parce qu'ils se sont ratés en termes de stratégie. Je pense Mercedes, ils ont été un peu trop précautionneux dans la stratégie. Donc c'est là où c'est pas un bon week-end, et c'est là où tu vois que chez Mercedes, certes, il va falloir retrouver de la performance sur la voiture, mais il va falloir aussi retrouver une belle équipe. Et dans certains domaines, ils ont un peu perdu, ils se sont fait un peu dépouiller, ce qui est totalement logique. Les adversaires essayent toujours de vous piquer vos meilleurs éléments. Et peut-être aussi que le budget cap, c'est l'équipe qui est le plus emmerdée, je pense, avec le budget capé, parce que c'était une équipe qui avait des ressources humaines qui étaient quasiment illimitées. C'était une équipe qui était pléthorique en termes de personnel. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire, et j'ai l'impression que ça les perturbe plus que Ferrari, plus que Red Bull, parce que c'était une équipe qui... la force de Mercedes, c'était d'avoir énormément de gens talentueux, mais d'avoir surtout énormément de gens. Donc c'est ce qui a fait évoluer un petit peu les coûts, notamment en Formule 1. Et là, c'est vrai que ce budget capé, j'ai l'impression, embête plus Mercedes que d'autres formations. Bon, c'est dommage pour Lewis Hamilton. George Russell un petit peu en difficulté pendant tout le week-end. Pourtant, j'avais l'impression qu'il avait une voiture qui était moins rigide que l'Hamilton, parce qu'Hamilton, je me suis dit dès le vendredi, dès la séance de qualif, là, je me suis dit, sa voiture, elle est quand même vraiment très rigide. Et j'avais des doutes déjà avec les bosses. Ce qui n'arrive jamais, parce que normalement, enfin, c'est pas que ça ne m'intéresse pas au règlement, mais je me pose pas ce genre de questions. C'est vrai que je me suis dit vendredi, la qualif a eu lieu vendredi soir, mais je ne l'ai pas vu vendredi. Je me suis dit, dis donc, la voiture, elle est quand même super rigide. Et je me suis dit, avec les bosses, va falloir faire gaffe au niveau du fond plat. Bon, à ce moment-là, je me dis quand même qu'ils ont sécurisé le truc, mais je me suis dit, la voiture, elle est quand même très rigide, elle me semblait très rebondissante comme ça, comme on avait vu à certains moments en début de saison. Je me suis dit, sur un circuit comme Austin, ça va être compliqué. Au départ, moi, je pensais aussi qu'ils allaient être en difficulté en performance. Ça n'avait pas l'air de gêner la performance de la voiture. Bon, au final, c'est le fond plat qui a pris. C'est dommageable. Et puis, je termine avec Alfa Romeo. Week-end compliqué, 14-15, enfin pas 14-15 en réalité, vous savez, il y a encore une fois les disqualifications, donc ça fait 12 et 13 pour Bottas et Zhou, mais surtout pendant tout le week-end, en fait, ils étaient pas dans le coup. 16 et 17 de la course sprint, ils sont 15 et 18 des qualifs du samedi et 12 et 13 des qualifs du vendredi, enfin pour la course du dimanche, on va y arriver. Donc voilà, un manque de performance tout simplement pour Alfa Romeo. Bon, c'est une saison qui a été compliquée, on sent qu'on est déjà dans une saison de transition pour Alfa, ça sera encore le cas l'année prochaine, on ne sait pas trop même en termes d'argent. Il y aurait des inquiétudes en plus de la part d'Audi au niveau du financement du projet Formule 1, parce qu'il semblerait que Volkswagen ait des petits soucis financiers et qu'ils étudieraient ça d'un peu plus près. Ça serait con d'avoir un projet avorté. Et donc Sauber se retrouve dans une situation où c'est vrai que financièrement, il va y avoir une période
un peu particulière où ils vont passer du giron Alfa Romeo et du giron Audi. Avec des pilotes, on ne sait toujours pas qui on aura. Alors on a gardé les deux pilotes, Zhou et Bottas. Bon, Bottas, je pense qu'il sait très bien qu'il ne va pas faire de Lonzo en Formule 1 encore, à part si une autre équipe voulait de lui, parce que on voit très clairement déjà qu'en termes de performance, il n'est pas meilleur que Zhou, et surtout il n'a pas de budget, et que j'ai l'impression que la F1... c'est un personnage maintenant qui est devenu atypique par rapport à la Formule 1. Et du côté de Zhou, voilà, on essaie de faire le maximum, mais c'est vrai que c'est pas évident pour le pilote chinois. Donc c'est un peu une réflexion qu'en cours, je pense, du côté de Sauber. On évolue, mais on évolue tout doucement. Et c'est vrai que sur ce Grand Prix, on a senti qu'en termes de performance, c'était difficile. Et même en termes de stratégie, voilà, on s'est un peu raté ce week-end chez Alfa Romeo. On se retrouve tout de suite pour les classements. On regarde tout de suite le classement, les différents classements du championnat du monde de Formule 1. On commence avec le classement pilote pour voir que Max Verstappen est toujours en tête, ça c'est pas un souci. Que deuxième, nous avons Sergio Pérez qui profite de la disqualification de Lewis Hamilton. Ce qui fait que l'écart s'accroît entre les deux pilotes, on arrive à 39 points. Derrière, Lewis Hamilton, Fernando Alonso qui ne marque pas de points, ce qui fait que l'écart entre les deux pilotes reste le même. On retrouve ensuite Carlos Sainz qui se rapproche de ces deux pilotes. Il est à 30 points de Lewis Hamilton, mais à 12 points de Fernando Alonso. On retrouve ensuite Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Pierre Gasly 10e devant Lance Stroll et Esteban Ocon qui reste 12e. C'est vrai que les abandons sont nombreux pour Esteban Ocon cette année, notamment avec des problèmes mécaniques, mais il a aussi eu un petit peu de malchance avec certains de ses adversaires. Vous voyez également que Logan Sargent a marqué son premier point grâce aux disqualifications sur la dernière course du côté du championnat du monde constructeur. Red Bull est en tête avec 706 points devant Mercedes. 340 points, Ferrari 322 points, donc il y a 22 points d'écart entre les deux équipes, ça reste très serré. McLaren est à 242 points et passe devant Aston Martin pour la 4e place du championnat du monde des constructeurs. Alpine est 6e. Et puis ensuite, on retrouve Williams qui a marqué 26 points et qui a 10 points d'avance sur Alfa Romeo. As à 12 points et AlphaTauri qui progresse grâce aux points de Tsunoda. C'est le meilleur Grand Prix qu'a réalisé Tsunoda jusqu'à maintenant avec 10 points. Et donc le match est un petit peu relancé pour la dernière place du championnat du monde des constructeurs. Et on verra ça dès ce week-end avec le Grand Prix du Mexico. On fera le débrief la semaine prochaine. Ça sera le Grand Prix de Mexico. Je vais réussir à remettre correctement l'image. J'ai fait une petite fausse manip. Et puis donc nous, on se retrouvera après le Grand Prix du Mexico pour faire le débrief et pour voir qui peut prendre les places d'honneur. Parce que maintenant, c'est les seules satisfactions désormais, c'est de savoir qui va pouvoir prendre les places d'honneur. Il nous reste quelques courses désormais sur cette fin de saison. Le Mexique, on enchaînera ensuite avec Interlagos pour finir avec Las Vegas et Yas Marina. On arrive donc dans le Money Time de cette saison de Formule 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao.